On lance Facebook Live. Alors, on peut commencer. Oui, On oui, est on en- peut commencer. Alors, je vais vous présenter mon invité pour une deuxième fois autour du traducteur. Euh, alors, euh, excusez-moi, faut que je me reprenne. Thomas Tabi Matok. Je suis pas Ou sûre, Maroc. comment vous m'avez. C'est Lewando? C'est Lewando? Est-ce que c'est un nom, Ewando? Oui, c'est un nom et Ondo. Ewando, OK. Parce qu'on va en parler un petit peu aussi. Je profite de l'occasion pour ajouter cette information-là. Alors aujourd'hui, ce que je trouve vraiment fantastique, je suis tellement contente de faire un deuxième épisode avec Thomas, parce que moi-même, dans ma propre recherche, j'ai travaillé beaucoup avec la sémantique. J'ai analysé des protocoles d'interprètes simultanés. Je faisais l'interprétation simultanée avec la sémantique. Et pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure, la sémantique est devenue la parente pauvre de la traduction, c'est-à-dire, puis là, c'est en train de nous rattraper avec l'intelligence artificielle, parce que on s'est beaucoup intéressé aux applications d'aide à la traduction. On s'est intéressé, bon, la dernière en liste, c'est la post-édition, donc la traduction structurale selon Thomas. Euh, et puis, tout ça dans une perspective de modèle d'affaires basé sur les comptes de mots, hein, le tarif au mot. Et puis là, l'intelligence artificielle est arrivée, puis on voit nos tarifs chuter parce que notre charge de travail diminue, mais nos clients reviennent cogner à notre porte parce qu'ils se rendent compte que ChatGPT fait pas du bon travail. Alors, puis nous, on est mal pris là-dedans. Alors, on a un gros problème. Puis le livre que vous avez écrit, Thomas, est très intéressant parce que ça amène le problème, premièrement, de la formation. Vous mettez carte sur table, vous avez le même problème que nous, on a ici, c'est que vous avez des gens qui arrivent à l'école de traduction, qui ont des bacs ou des licences. Vous parlez de licence parce que vous êtes dans le système français. Nous, on parle de baccalauréat en droit, en économie, mais qui n'ont pas de connaissances en traduction. Alors, ils sont acceptés, puis nous, on a aussi le même cas de figure. Donc, et je pense que l'intelligence artificielle nous amène, on pourrait peut-être commencer par ce problème-là, nous ramène à revoir la façon d'enseigner dans la perspective, dans la conjoncture actuelle qui est teintée là, par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là, comment votre approche peut aider à améliorer l'enseignement? OK, merci et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est une excellente question que vous me posez. Le problème qu'a connu la traduction jusqu'à présent, c'est-à-dire la pédagogie de la traduction, c'est que il y a comme une espèce d'ingratitude à l'endroit de la sémantique parce que la traduction et l'interprétation qui portent sur le sens n'ont pas, c'est-à-dire la pédagogie de ces deux disciplines a en quelque sorte fait abstraction de la sémantique. Et le résultat aujourd'hui, c'est que les tradopédagogues sont obligés d'aller se ressourcer dans les quelques travaux qui ont été énoncés dans le cadre de la linguistique traductologique, c'est-à-dire les travaux de Caffort, les travaux de Diné et d'Albernay. Sauf que ces travaux-là se focalisent sur un point qui est assez léger, c'est-à-dire le formalisme. Parce que même lorsque vous tenez compte de
la notion de correspondance formelle qui a été développée par CAFOR, ce n'est pas une technique de traduction. Malheureusement, les modèles, les modèles sortis de l'IA reflètent effectivement cette correspondance formelle. Alors, j'ai pensé qu'il était important de proposer un ouvrage pour repenser l'architecture traductologique, que ce soit au niveau des contenus d'enseignement et même au niveau de la manière d'aborder ce processus, parce qu'il faudrait que, étant donné que dans nos écoles de traduction, on retrouve des profils différents qui ne sont pas forcément des profils linguistiques, c'est-à-dire des licences linguistiques, il est important de capaciter le traducteur en intégrant les contenus de sémantique dans la pédagogie de la traduction. Ce n'est que cela qui peut permettre en fait, de revoir les sorties machines, c'est-à-dire de revoir, d'améliorer les traductions que nous pouvons proposer au quotidien, que ce soit par l'intelligence artificielle ou bien des traductions humaines. Moi, je peux vous dire une chose, à quel point la sémantique, ma thèse portait sur ma méthodologie était basée sur la sémantique et j'ai utilisé une approche neuropsychologique. Autrement dit, je suis allée chercher des notions en neurologie et des notions en psychologie cognitive. Alors, c'est pour vous dire que j'ai trouvé à peu près rien à l'époque pour construire ma, ma méthodologie sémantique. Alors, on a vraiment, vraiment un problème. Et je suis arrivée à des résultats avec cette approche-là c'est pour ça que je suis neuroscientifique aujourd'hui, là. Ça m'a amené à être neuroscientifique parce que j'ai compris comment se passe la pensée. Parce que vous, dans votre approche, vous partez de la pensée et non pas. Et après ça, on va jusqu'au vouloir dire. Et Ouais. on Oui, rajoute le contexte puis la situation. C'est à peu près ça, hein? ouais, ouais. C'est une excellente remarque parce que vous dites que dans votre approche, vous avez fait des recherches à votre temps. En votre temps, vous n'avez pas pu trouver le lien. En fait, il faut aller fouiller dans l'ouvrage de Damouret et Pichon, Jacques Damouret et Édouard Pichon, qui ont élaboré un travail exceptionnel en produisant euh, des mots à la pensée et c'est de grammaire de la langue française. Alors, dans cet ouvrage qui a été édité en plusieurs tomes, Damouet et Pichon parlent de la grammaire de la pensée. Et c'est par là que commence la psychomécanique, c'est-à-dire la psychosystématique qui sera plus tard développée par Gustave Guillaume. Et qu'est-ce que Damouet et Pichon nous démontrent? Damouet et Pichon démontrent que le langage est le seul moyen d'expression de la pensée, c'est-à-dire que le langage permet d'exprimer des faits intérieurs et extérieurs. C'est pourquoi il parle de langage comme factivosité. C'est par là que ça commence, parce qu'il s'appuie sur un exemple comme ouf pour dire que ouf, c'est la représentation mentale du soulagement. Alors, c'est par là qu'il faut commencer, parce que lorsqu'on parle d'énonciation, il faut comprendre que l'énonciation, c'est la conversion de la pensée en discours, c'est-à-dire que le discours en lui-même, c'est la pensée qui est véhiculée. Et la pensée, c'est une question, c'est une donnée interne, c'est une donnée abstraite qui se manifeste, donc qui n'est manifestable qu'en discours. Donc, sans discours, on ne peut pas parler de pensée. Et lorsqu'on aborde le discours, il faut comprendre que c'est la pensée qu'on est en train d'analyser. Sur cette base, la sémantique devrait donc comprendre, en fait, la pédagogie de la tradition devrait donc enseigner la sémantique en commençant par le fait que l'énonciation, c'est la conversion de la pensée en discours. Et donc, quand on étudie le sens, on n'est pas en train de calquer le sens. On étudie le sens sur la base de la pensée. Et pour déterminer la pensée, il y a des mécanismes d'interprétation qu'il faut pouvoir mettre en place. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment l'envers de ce que l'intelligence artificielle nous propose avec ChatGPT. ChatGPT nous propose des sorties, des traductions structurales, justement, mot à mot. Donc, il part du contenant, ce que vous appelez le contenant, pour aller vers le contenu, tandis que vous proposez du contenu pour aller vers le contenant. Donc, Oui, oui, oui. c'est ça. Oui, oui, c'est ça qu'il faut comprendre parce que dans mon ouvrage, quand je parle d'approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction, il faut comprendre que nous partons, quand on dit sémantico-morpho-syntaxe, c'est-à-dire que nous partons du sens à la morphosyntaxe. Et ce qu'il faut comprendre dans ce que je développe, que j'appelle théorie inférentielle, c'est que parmi mes postulats, mon premier postulat, c'est que la traduction porte sur le contenu et non le contenant.
Parce que le contenant, c'est l'enveloppe linguistique, ce sont les formes linguistiques qui ne sont pas autonomes. Parce qu'il ne faut pas tomber, il ne faut pas tomber dans le piège du distributionnalisme que Leonard Bloomfield avait développé. Parce que lorsque Leonard Bloomfield propose le distributionnalisme en 1930, il écarte le sens. Il écarte le Mhm. sens et étudie la langue sur le plan formel. Et c'est sur cette base-là que Cafford va aussi travailler, parce que Cafford va reprendre la hiérarchisation des unités linguistiques, à savoir la phrase, le syntagme, le morphème et les phonèmes. Cafford va reprendre donc cette subdivision sans tenir compte du sens, c'est-à-dire qu'il est toujours figé à l'approche de Bloomfield, qui est une approche formelle qui fait abstraction du sens. Or, dans l'étude de la langue, la syntaxe n'est pas autonome. La syntaxe est juste, c'est-à-dire que les formes linguistiques sont des béquilles, ce sont des jalons qui permettent de véhiculer la pensée. Donc, quand je dis approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction, ça veut dire qu'il faut récolter le sens et c'est ce sens-là qu'on traduit. Mais tant qu'on ne récolte pas le sens et qu'on commence directement à traduire, alors on tombe dans la correspondance formelle qui est une méthode d'analyse des traductions. Parce que analyser des traductions, la correspondance formelle que développe Cafford, elle est calquée sur le modèle de la correspondance distributionnelle dont parle Leonard Bloomfield. Et ça ne nous aide pas en traduction. Ce que nous recherchons en traduction ou en interprétation, c'est le sens. C'est pourquoi nous devons partir du sens pour la structure. Voilà pourquoi lorsqu'on récolte dans le sens, il faut comprendre que le sens ne se limite pas aux mots. Le sens ne se lie pas toujours à la surface énonciative. Le sens, c'est une donnée qui se construit par interprétation. Voilà pourquoi des théoriciens comme Rasté parleront de cheminement ou parcours interprétatif. Ça veut dire que vous tenez compte de l'enveloppe linguistique que vous avez devant vous et vous tenez compte des paramètres extra-linguistiques. C'est ça qui vous permet de récolter le sens. Et une fois ce sens récolté, on peut donc le domestiquer dans la langue d'arrivée en fonction des procédures rédactionnelles de la langue d'arrivée et non Et faire le c'est contraire. et c'est ça. Et c'est aussi là, tout à l'heure, on parlait des gens qui arrivent avec une licence dans d'autres domaines par rapport à ceux qui sont acceptés à l'école de traduction, qui sont des langagiers. C'est là que le langagier a peut-être un pas d'avance, un peu d'avance sur parce que il maîtrise normalement bien les mécanismes rédactionnels dans la langue d'arrivée, ce que la personne qui a une licence en économie ou en droit ou a peut-être pas autant de conscience de tous ces mécanismes-là. Donc, c'est pas la même approche pour leur enseigner la traduction. On peut pas avoir la même approche pour ces deux profils-là. Et c'est un peu ça aussi. Oui, que ce soit des profils qui sont des profils linguistiques, c'est-à-dire des diplômés en linguistique, que ce soit des profils qui ne sont pas des diplômés en linguistique, il faut revoir toute l'architecture pensante de la pédagogie de la traduction parce que avoir une licence en OK, lettres ne signifie pas je comprends. maîtriser la sémantique. Vous savez que la sémantique, c'est une discipline assez large. Il y a plusieurs doctrines sémantiques qui ont été Oui. développées. Il y a la sémantique vériconditionnelle de Robert Martin, la sémantique structurale de Rastier, la sémantique interprétative de Gréma, donc, et la sémantique des cadres de Fillmore. Donc, il C'est faut celle-là que j'ai pris. renforcer. Excusez-moi, vous venez de parler de celle de Fillmore, c'est celle-là que j'ai utilisée. Là, ça me revient. Oui, 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 oui. Donc, il faut renforcer les capacités sémantiques de tout traducteur, qu'il soit traducteur professionnel, qu'il soit interprète, qu'il soit élève traducteur, qu'il soit économiste ou juriste. Il faut renforcer ces capacités-là parce que c'est Jean Delisle qui le dit dans son traduction raisonnée que la traduction apparemment semble facile, mais ce n'est pas du tout facile parce que il faut comprendre le sens. Le sens est une donnée qui est extrêmement difficile à récolter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage est d'abord un outil qui est imparfait parce que Oui, c'est vous ça. avez par exemple le problème de polysémie, le problème d'ambiguïté. Et ça fait que lorsque vous ajoutez, c'est-à-dire ça c'est d'abord une spécificité du langage, lorsque vous ajoutez à cette spécificité le fait que l'énonciation, c'est la conversion de la pensée en discours, vous comprenez que la pensée qui est une donnée intérieure n'est pas facilement décelable. Vous voyez des gens qui s'expriment et qui vous disent les mots me manquent, c'est-à-dire je n'arrive pas à exprimer ce que je pense. Alors, il faut comprendre que
Si vous voulez étudier la sémantique du point de vue, c'est-à-dire la sémantique lexicale, c'est-à-dire qu'on se focalise sur le sens des unités de manière isolée, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez étudier la sémantique discursive, c'est-à-dire du point de vue Du du cadre discours, énonciatif, oui. alors c'est là où ça devient difficile parce que le sens ne se limite pas aux mots, le sens va au-delà des mots parce qu'il est occasionné par des phénomènes extra-linguistiques que nous abordons dans l'ouvrage. Et il y a plus que ça aussi. Vous parlez je pense que c'est Madame Marianne Ledérard qui parlait de ça, ou Denka Seleskovic, du vouloir dire. Parce qu'on peut avoir une certaine compréhension de ce que veut dire le locuteur, mais il faut aller vérifier si c'était vraiment ça que le locuteur voulait dire. Ça peut aller jusque-là. Oui, oui, là vous abordez un point essentiel, c'est-à-dire que est-ce que ce qu'on dit, est-ce que ce qu'on dit est toujours ce qu'on veut dire? C'est un C'est point ça, essentiel. c'est Oui, ça. même Jules Marozzo le précise dans sa stylistique française, il dit qu'il y a toujours un désaccord entre ce qu'on veut dire et ce qui est dit. Et c'est là la clé en traduction et en interprétation, parce que on va bien vouloir me poser la question de savoir est-ce que la traduction dans votre théorie inférentielle, est-ce que vous vous basez uniquement, est-ce que vous préconisez uniquement l'interprétation, c'est-à-dire est-ce qu'on ne doit pas traduire aussi littéralement? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Pourquoi? Parce que il faut interpréter pour déterminer le vouloir dire. Parce que tant qu'il n'y a pas osmose entre ce qui est dit, c'est-à-dire ce qui se lie à la C'est surface ça, énonciative, exactement. et ce qu'on veut dire, c'est-à-dire la dimension illocutoire, obligatoirement, vous devez recourir à l'interprétation. Et il faut ajouter à ce détail le fait que en traduction, la traduction, elle n'est pas structurelle, elle n'est pas lexico-structurelle, la traduction, elle est contextuelle. Parce que s'il faut revenir, par exemple, je vais vous prendre quelques exemples. Lorsque vous prenez, par exemple, le cas de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, qui est traduit en anglais par The Wolf and the Lamb, je trouve que c'est une traduction qui n'est pas pragmatique. Pourquoi? Parce que c'est une traduction lexico-structurelle, c'est-à-dire que on a juste compris que le loup et l'agneau sont en harmonie, alors que ce n'est pas ça. Dans le texte, il s'agit d'un conflit. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on parle du loup et de l'agneau. Il faut traduire ça en anglais en disant le loup contre l'agneau. Parce que quand vous dites le loup et l'agneau, ça veut dire que c'est une union sacrée, alors que lorsqu'on rentre dans le texte, il s'agit du loup contre l'agneau. Et donc, il faut dire en anglais the wolf versus the lamb. Donc, il faut comprendre que la traduction, elle est contextuelle, elle est idéale. D'où la notion de théorie inférentielle. Parce que si vous vous limitez toujours à ce qui est dit devant vous, vous avez beaucoup de chances d'être à côté. OK. Alors ça, je voulais juste aussi poser la question, puisque vous parlez des IDL, est-ce que vous pouvez définir ce que veut dire ce terme? Vous proposez beaucoup de termes, de néologismes très intéressants. Oui, la traduction je vais commencer par la traduction contextuelle. Pourquoi je parle de traduction contextuelle? Parce qu'un énoncé, comme je l'ai dit, l'énonciation est un phénomène circonstanciel. L'énonciation naît de la pensée. C'est la conversion de la pensée en discours. C'est la textualisation. Et cette textualisation a lieu en contexte. Voilà pourquoi le sens est une donnée contextuelle. Lorsque je parle de traduction contextuelle, par exemple, si nous disons par exemple, en anglais, on dit she is at the table. Si vous donnez cette traduction à l'IA, l'IA va vous dire elle est à table. Or, Mhm. il faut chercher à connaître le contexte. Quand on dit she is at the table, si nous parlons d'un contexte de négociation, she is at the table signifie elle fait partie des négociations, c'est-à-dire elle participe aux négociations. Si nous sommes dans un cadre, dans une réunion de concertation et de collaboration, she is at the table signifie elle est partie prenante. Et maintenant, si nous sommes dans un dîner, si nous parlons d'un dîner familial, en ce moment-là, on va dire she is at the table signifie elle est à table. Donc, ça, c'est ce que j'appelle traduction contextuelle. Il faut toujours contextualiser. C'est pourquoi on ne devrait pas vous dire traduisez-moi ceci. Il faut toujours demander dans quel contexte. Maintenant, pourquoi je parle de traduction idéale? Je parle de traduction idéale parce que l'énonciation, comme je l'ai dit, c'est l'idéation, c'est-à-dire la création des idées, c'est-à-dire la diffusion des idées. Et ce sont ces idées-là que nous traduisons.
Pourquoi? Parce que si on se limite aux mots, il faut d'abord comprendre que les mots seuls ne suffisent pas pour diffuser une idée. Voilà pourquoi, pour mieux comprendre la notion de traduction idéale, il faut comprendre que l'idée, l'énonciation, c'est-à-dire l'énonciation est gouvernée par la pensée. Parce que c'est la pensée qui crée l'énonciation. Et lorsqu'on étudie dans le sens, c'est la pensée là qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire le sens, c'est la pensée qu'on étudie. Et quand on parle de pensée, ce sont les idées qui sont développées dans le texte. Alors, comme exemple, comme exemple de traduction idéale, quand vous dites par exemple, si on dit en anglais, en traduction juridique, the court dismissed the claim on procedural grounds. The court dismissed the claim on procedural grounds. Alors, la traduction structurelle, c'est-à-dire celle qui se limite aux mots, elle va vous dire la Cour a rejeté la revendication sur des motifs procéduraux. Or, la question qu'il faut d'abord se poser, c'est que quelle est l'idée qui est développée dans The Court Dismissed the Claim on Procedural Grounds? Il faut donc questionner le contexte et demander que lorsqu'on parle de court qui est un terme polysémique, peut signifier cour, peut signifier tribunal. On est donc au tribunal ou bien en appel. Et lorsqu'on détermine le contexte, il faut encore déterminer le contexte de claim. Claim, c'est quoi? Revendication ou requête. Alors, l'idée qui est derrière the court dismissed the claim on procedural grounds, c'est que la Cour a déclaré la requête irrecevable pour vice de procédure. Donc, c'est l'idée qu'on traduit. Pourquoi? Parce que l'idée est différente. En fait, l'idée est différente du sens individuel des composants linguistiques. C'est ça le piège de l'IA, parce que l'IA fonctionne sur la base de la science statistique, c'est-à-dire que vous avez des données que vous introduisez dans la machine, vous introduisez un terme, et la traduction la plus récurrente, c'est cette traduction-là que l'IA va vous proposer. Statistique, oui. La traduction neuronale. Oui, et elle fonctionne sur la base de à structure similaire correspondent les sens similaires, ce qui signifie qu'on n'analyse pas les contextes, on ne cherche pas le vouloir dire. Pourquoi? Parce que le vouloir dire, en d'autres termes, c'est ça l'idée. D'où la notion de traduction idéale, parce qu'on traduit le vouloir dire. Le vouloir dire peut être différent du message de ce qui est dit. Donc, il faut toujours s'assurer qu'il y a harmonie entre le message linguistique, c'est-à-dire le message qui est à la surface énonciative, et l'intention qui est derrière. Une fois qu'on harmonise les deux, on obtient donc la traduction idéale. Et pour harmoniser les deux, il faut poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Effectivement. Là, je comprends un peu, je comprends mieux, là, idéal, là, en fait, c'est les concepts. C'est ça, idée. Quand vous parlez d'idées, c'est les concepts en eux-mêmes, puis les relations entre les concepts dans la phrase, dans le texte. Oui, en fait, j'essaie de mettre ça dans d'autres mots qui me sont plus familiers, mais je suis contente que vous proposiez ce néologisme-là. Je trouve ça intéressant. Oui, on peut dire idéal, on peut dire informationnel. On peut dire informationnel parce que... Juste une petite minute, mon mari m'appelle. OK, il n'y a pas de souci. Oui, Jules, je te rappelle tout à l'heure parce qu'on a eu un petit pépin, c'est retardé, là, là, je suis en vidéoconférence, là. À tout à l'heure. Bon, excusez-moi. Alors, oui, donc, Alors, est-ce que on parlait de concept, oui? Oui, idéal a plusieurs raisons. C'est-à-dire que cette terminologie-là a sa raison d'être. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours remonter à ce que nous appelons la psychomécanique d'Amoret de Pichon ou de Gustave Guillaume. Parce qu'il faut comprendre, comme nous l'avons dit, que d'après Amoret et Pichon, le langage est le seul moyen d'expression de la pensée. Et lorsqu'on parle d'expression de la pensée, il s'agit des idées. Il s'agit des idées. Donc, l'idée vient avant le discours. En d'autres termes, la pensée vient avant le discours. Donc, le discours, c'est-à-dire les unités linguistiques, ne sont qu'une manifestation partielle de l'idée. Voilà pourquoi il ne faut pas se limiter à ces unités linguistiques.
il faut traduire l'idée qui est derrière. Parce que l'idée, en fait, le discours a lieu parce qu'on a cette envie-là d'extérioriser ce qu'on a en soi, que nous appelons la pensée, en d'autres termes, parce que nous voulons véhiculer des idées, des états d'âme, des faits psychologiques. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans les travaux de Georges Galichet, dans son article Au-delà des structuralismes, il parle de il n'y a pas de mécanisme mental, il n'y a pas de mécanisme mental qui ne soit pas, il n'y a pas de mécanisme grammatical qui ne soit pas mental. Donc, toute structure, en d'autres termes, toute structure grammaticale est d'abord mentale. Donc, elle est d'abord idéale. C'est l'idée qui fait que qu'on décide de produire un discours. Si on n'a pas d'idée, on ne va rien dire. Si on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma thèse. Moi, je travaillais avec des interprètes, donc des langagiers qui possédaient bien les mécanismes de la traduction. Et ce que j'ai fait, abstraction, là, je suis un peu dans le même sens que vous, mais de tout ce qui était automatisme, parce que des langagiers, généralement, pour ce qui est de la grammaire, le lexique, tout ça, la syntaxe, un langagier professionnel maîtrise assez bien ces mécanismes-là. Et je me suis concentrée sur ce que vous appelez les idées, là, pour voir, et j'ai vu que pour passer d'une langue à l'autre, c'était la meilleure façon la plus efficace de se concentrer sur les idées. Là-dessus, on se rejoint là très très bien. Par contre, vous parlez il y a des différences entre les langues, puis aussi il y a des réalités qui ne sont pas présentes dans certaines langues. Vous pouvez traduire vers l'anglais, puis il y a pas une certaine réalité. Par exemple, dans votre livre, vous parlez de l'expression à bon entendeur salut, que je trouve très très idiomatique en français. Il faudrait que je l'explicite en anglais. Et puis aussi, vous parlez de l'expression bon appétit. En anglais, good appetite, ça veut absolument rien dire. Puis il n'y a pas d'après ce que vous dites, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Oui, je ne fais que reprendre ce que Suzanne Basnet a démontré. C'est elle qui parle de l'exemple de Bon Appétit, où elle démontre qu'il n'y a pas d'exactitude en traduction. Et c'est pourquoi Umberto Eco va écrire un ouvrage intitulé Dit presque la même chose. Dit presque la même chose. Qu'est-ce que Umberto Eco démontre dans cet ouvrage? Il démontre qu'en réalité, la traduction est un processus, c'est une activité interculturelle qui veut qu'on essaye de trouver des situations similaires. Donc, il démontre qu'il ne peut pas avoir mêmeté d'expression. Pourquoi? Parce que la traduction, la langue, c'est d'abord la culture. Et il faut comprendre que la culture diffère d'un groupe à un autre. Alors, lorsqu'on arrive à la traduction est un phénomène interlinguistique, une activité interlinguistique, donc une activité interculturelle, ce qui signifie que lorsque j'ai une expression dans la langue A, je devrais chercher une expression qui est similaire, qui est probable, c'est-à-dire une expression qui est plus proche dans la langue B. C'est pourquoi on parle d'adaptation. En fait, la traduction, c'est une question d'adaptation parce que on ne peut pas dire exactement la même chose, mais on dit ce qui est presque, en fait, on dit ce qui est similaire. Mais il y a des situations aussi où les cultures sont, c'est-à-dire que les réalités sont identiques et donc on dit la même chose sans problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas promouvoir la traduction lexico-sémantique, c'est-à-dire Exactement. celle qui est fondée sur la signification, les équivalences puisées directement dans le dictionnaire. Il ne faut pas promouvoir cette traduction. Encore, et il ne faut non plus promouvoir la traduction lexico-structurelle, c'est-à-dire celle qui copie en fait, la structure du texte dans le texte d'arrivée, parce que on est en train de courir un risque, celui de la colonisation structurelle, c'est-à-dire qu'on a la langue source qui va dominer la langue cible, et c'est ce qui se passe avec les traductions sorties de l'IA et même des traductions proposées par des humains. Pourquoi? Parce qu'il y a ce priming effect dont parle Meyer et Schwanveld, ce priming effect, c'est-à-dire que cet effet d'amorçage qui agit sur la conscience des traducteurs lorsqu'ils sont confrontés à un texte, ils oublient carrément la structure du texte d'arrivée et on est obligé de reproduire la structure du texte source. Or, voilà notre combat. Notre combat, c'est de démontrer qu'il
il n'y a pas d'hégémonie structurelle en traductologie et que la traduction ne porte pas sur la structure, mais sur les idées, d'où la terminologie traduction idéale. Et pour déterminer les idées, il faut passer par l'inférence. Il faut passer absolument par l'inférence, c'est-à-dire l'interprétation. Et là, je vois que le temps file, puis je voulais passer au deuxième volet de la présentation. C'est nos collègues traducteurs qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience et qui sont confrontés à ChatGPT qui arrive puis qui voient leur charge de travail diminuer et qui ont été justement, ont évolué dans un milieu où la sémantique, c'était quelque chose dont on parlait très peu, même si c'est la base de la traduction. Maintenant, donc, ils sont dépourvus face à l'arrivée de ChatGPT parce qu'ils sont pas bien. C'est un peu ça, là, le problème, là. Alors, qu'est-ce que vous... Là, on a parlé de l'école de traduction et pour nos collègues qui sont sur le... Parce qu'il y en a beaucoup qui quittent, là, qui quittent le milieu devant, devant les défis auxquels on doit faire face. Qu'est-ce que vous proposez dans votre approche? Est-ce que vous proposez de la formation continue, davantage axée sur la sémantique pour être mieux outillé pour faire face aux clients qui nous demandent de réviser des sorties de ChatGPT ou des choses comme ça? Il faut revoir, comme j'ai dit, il faut revoir l'architecture pensante de la traductologie, c'est-à-dire en commençant par les contenus d'enseignement, valoriser la sémantique, revoir les contenus, c'est-à-dire introduire un certain nombre de contenus de sémantique dans la pédagogie de la traduction. Et maintenant, pour ceux qui sont déjà sur le terrain, ils doivent renforcer leurs compétences en sémantique. Parce que nous oublions un détail, c'est que lorsque les clients diminuent la charge de travail et font confiance à ChatGPT, c'est que dans une certaine mesure et en toute honnêteté, les clients s'aperçoivent qu'il n'y a pas une véritable différence entre la traduction sortie de ChatGPT et la traduction proposée par l'humain. Pourquoi? Parce qu'il y a certains collègues qui, malheureusement, pensent que la correspondance formelle est une technique de traduction et en fait, je ne peux pas trop les blâmer. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu assez de littérature sur la sémantique traductologique. C'est-à-dire que les quelques travaux qui ont été faits ont été brossés de manière superficielle parce que lorsque vous prenez par exemple la théorie interprétative de Danica Seleskovich et de Marianne Lederer, Mhm. j'estime que c'est une théorie, c'est un cours magistral. Et ce cours magistral-là n'est pas accessible. La compréhension de ce cours n'est pas accessible à tout le monde parce que Marianne Lederer et Seleskovich ne détaillent pas précisément comment est-ce que la sémantique devrait être intégrée et comment elle devrait améliorer les compétences. Parce qu'il vous parle de bagages cognitifs, de compléments cognitifs qui relèvent des expériences, du locuteur, du traducteur. Mais cette expérience vient d'où? Il faut qu'on nous dise comment faire pour tirer parti de nos compétences en traduction et en sémantique et comment utiliser la sémantique pour améliorer la traduction. Donc, quand vous voyez les clients faire confiance à ChatGPT, c'est parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a certains traducteurs, lorsqu'on leur donne du travail, ils vous produisent des traductions qui sont trop littérales et qui ne répondent pas en fait, à leurs attentes. Ils sont donc obligés de faire confiance à ChatGPT. Mais pour optimiser, il faut que le traducteur soit suffisamment outillé parce que vous pouvez tirer parti de ChatGPT si et seulement si vous avez un bagage solide parce que vous pouvez formuler des Oui. prompts et les soumettre à Voilà. ChatGPT. Oui, lui confier la traduction. C'est d'ailleurs ce que j'ai expérimenté avec, par exemple, l'outil qui a été développé par Terminotis, à savoir Tiger, où je lui ai proposé mes prompts sur la base de ma théorie inférentielle, mais les résultats sont fantastiques. Mais lorsque vous voyez un traducteur qui n'a aucune ressource linguistique, c'est-à-dire qui vient là et puis il soumet la traduction à ChatGPT, ChatGPT qui travaille sur la base de à structure similaire, correspond à l'essence similaire, et sur la base de la dominance statistique, ChatGPT va vous rechercher les traductions qu'il a dans sa base de données. C'est ça qui va vous produire des traductions structurelles que vous ne pouvez pas bien juger parce que vous-même, vous n'avez pas assez de ressources et parce que vous êtes soumis au biais d'ancrage ou au biais d'amorçage. C'est ça le problème. L'autre problème aussi que j'ai vu dont j'ai pris conscience, c'est qu'on est tenu de travailler dans des
outils d'aide à la traduction, MemoQ, Trados et compagnie, là. Et les phrases, on perd de vue, premièrement, les paragraphes, toutes les entêtes, les titres et les sous-titres et tout ça, qui sont des éléments, des balises extrêmement importantes pour comprendre le sens et pour construire le fil conducteur. Et aussi, on en a rajouté une couche avec ces outils-là, on rajoutait la post-édition. Alors là, on se retrouvait dans un environnement qui n'a rien à voir avec la façon de rédiger chez l'être humain, naturel, là. Et puis, on envoie justement des segments qui ont pas nécessairement, sont de qualité douteuse, qui n'ont pas nécessairement rapport. C'est tout simplement des statistiques. Et là, je me suis rendu compte, j'ai parlé avec plusieurs collègues, puis il y a comme un effet d'hypnose. On est hypnotisé dans ces environnements-là par on change de segment, on a un nouveau segment, une nouvelle solution ou deux solutions qui nous sont proposées, on devient comme hypnotisé et on n'est pas capable de sortir. Il faut faire un effort. Ce qui fait que finalement, la plupart des gens vont vous dire que la post-édition, on, on fait les tarifs sont moindres et puis ça prend plus de temps que de traduire à partir de zéro. C'est en gros. Puis moi, j'en rajoute une couche. Je dis que quand on travaille dans ces environnements-là, c'est comme si on recevait des textos à répétition. Or, on sait que ça, on a réglé ça depuis l'arrivée des téléphones, que quand on traduit, on met notre téléphone de côté parce qu'on veut pas être dérangé par les textos à moins de quelque chose d'urgent, là. Mais c'est comme si on travaille toujours. Alors, toute la démarche que vous proposez, que je trouve extrêmement importante, c'est de la conscientiser, parce que notre combat va passer par la conscience de ce que vous proposez comme solution. On ne pourra pas résister pour combattre cet effet hypnotique de la post-édition là, qui arrive là, à répétition, il faut conscientiser avec votre modèle. Oui, il faut conscientiser et il faut d'abord faire comprendre aux clients que c'est pas pour rien que je crois que c'est en français qu'on dit ça, que qui va lentement va sûrement. Le fait d'être toujours dans la précipitation ne résout pas les problèmes. Les plus grandes réalisations ne se sont pas faites dans la précipitation. Alors, il faut d'abord combattre ce problème de rapidité, c'est-à-dire cette précipitation qui anime le milieu, l'industrie de traduction. Parce que lorsque on va toujours travailler dans la précipitation, on cherche, on veut les choses en moins d'une heure, on veut dire la traduction, alors vous allez faire confiance à la machine et elle va vous produire la post-édition. Sauf que la post-édition est la pire des solutions que le traducteur, auquel le traducteur peut faire face. Pourquoi? Parce que la post-édition vous donne plus de travail dans la mesure où les sorties de Machine Translation Post-Editing sont des sorties très littérales et elles sont parfois biaisées parce que elles ne regardent pas, c'est-à-dire qu'elles ne considèrent pas le contexte. Elles ne connaissent pas la notion de cohérence thématique, la notion de cohérence structurelle. Elles vous sortent des traductions, c'est-à-dire c'est un décompte des mots, parce que la post-édition fonctionne sur la base du décompte des mots. En fait, je dirais que la machine est une calculatrice de mots et ce n'est pas, ça n'aide pas. Il faut conscientiser les clients en leur faisant comprendre que l'humain est au centre. Parce que lorsque vous investissez pour la traduction, il faut avoir le résultat. Et pour avoir le résultat, il faut avoir un message captivant. Et le message, pour que le message soit captivant, ce n'est que le traducteur qui est le meilleur juge pour savoir tirer parti. Même si vous utilisez l'intelligence artificielle, c'est le traducteur qui peut savoir tirer parti des sorties machine et de son intelligence afin que votre message soit captivant. Parce que lorsque vous avez un message, rappelez-vous ce que Émile Legrand dit dans sa statistique française, il dit, en fait, il cite Boileau en disant que rappelez-vous que la plus belle pensée ne peut plaire à l'oreille, ne peut plaire à l'esprit si l'oreille est blessée. Donc, il faut trouver des formulations appropriées, des formulations captivantes. Et l'IA ne peut pas vous produire ça. L'IA vous pond des traductions structurelles qui parfois qui ne signifient rien du tout. Et vous allez vous rendre compte que le temps que vous mettez pour réviser cette traduction ce temps est plus important que ce que vous pouvez mettre lorsque vous traduisez. Alors, la bataille commence d'abord par la sensibilisation au niveau des clients. Cette sensibilisation qui doit être menée par des traducteurs, vous pouvez leur faire
des feedbacks à propos de ce problème. Et l'autre volet, c'est qu'il faut cesser d'exposer les élèves traducteurs à la traduction automatique. Parce que même si vous allez me dire que, parce que j'ai eu la chance de discuter avec le professeur Éric Poirier, qui me disait que même si, de l'université de, je crois c'est UQTR, qui me disait que même si on n'expose pas les élèves à la machine, à la traduction automatique, ils vont le faire même sans, parce qu'on ne peut pas les contrôler. Mais le rôle du pédagogue, le rôle du traducteur-pédagogue, c'est de faire comprendre aux traducteurs, c'est de montrer les mécanismes de traduction à l'élève traducteur. Il ne faut pas l'exposer à la paresse parce que la machine la machine ne réfléchit pas comme l'homme. Et lorsque vous êtes déjà habitué à la traduction machine, vous avez deux effets d'amorçage, c'est-à-dire un premier effet qui est causé par le texte source, parce que lorsque vous le lisez, il agit sur vous, et un deuxième effet qui est causé par la machine, et ça fait l'effet, ce double effet d'amorçage et d'ancrage ne peut pas vous sortir, c'est-à-dire ça freine la réflexion, ça vous emprisonne et ça plante votre champ de réflexion. Alors qu'est-ce que vous proposez comme, parce que à la base des problèmes que vous évoquez, il y a un modèle d'affaires. Il y a un modèle d'affaires, c'est-à-dire que les entreprises, les établissements, les institutions euh, facturent au mot. Alors là, il faut revoir le modèle d'affaires. Parce qu'on peut Oui, avoir un texte de 100 mots qui va nous prendre 3 heures à faire parce qu'il demande beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion. Puis un autre de 100 mots qui va nous prendre, je sais pas, 15 minutes ou une demi-heure. L'industrie de traduction connaît plusieurs problèmes parce qu'il y a d'abord un problème de normalisation. Il faudrait qu'il y ait, si possible, un cadre normatif qui veut que, par exemple, sur LinkedIn, pour que vous ouvrez un compte traducteur, vous devez pouvoir soumettre votre attestation de réussite à un diplôme de traducteur. Et là, ça vous permet donc d'ouvrir votre compte. Mais le problème qu'on a avec la traduction, c'est qu'il y a tout le monde en ligne, tout le monde qui est traducteur, tout le monde qui connaît traduire parce qu'il y a DeepL, il y a ChatGPT, il y a Google Translate. Et parce que tout le monde connaît traduire, le client qui est animé par la précipitation va confier le travail à n'importe qui va accepter de travailler à 1 centime, alors que le travail, un professionnel qui est formé ne peut pas accepter de travailler à 1 centime. Et c'est ça qui pollue le milieu de la traduction, parce que tant qu'on aura tout le monde tout le monde dans cet univers et tout le monde qui accepte n'importe quel prix, la traduction sera toujours biaisée et rarement on va faire appel aux spécialistes. Mais les clients qui sont mieux avisés savent que pour telle technique, pour tel type pour tel texte, il faut confier ça à telle personne parce que cette personne est habilitée à me produire un résultat optimal. Est-ce que vous pourriez parler de l'image qui me vient, c'est les objets de luxe, comme les montres de luxe, puis les montres qui sont faites, qu'on achète à petit prix, mais qui nous donnent l'art correctement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait une qualité de traduction, justement, par des gens peut-être pas très compétents, puis qui utilisent ChatGPT, puis qui ont des clients qui se contentent de ça? Et puis, il y aurait une traduction plus sur mesure, mieux adaptée, s'inscrirait dans un cadre normatif. Est-ce qu'il y aurait comme deux pôles? Oui, On tout assiste dépend un de peu la à nature. ça. On assiste un peu à ça, là, dans la réalité, là. Oui, tout dépend de la nature du client parce que si vous avez affaire à un client qui a une certaine dimension commerciale et qui veut atteindre une certaine audience, il ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Mais lorsque vous avez des clients, peut-être comme ici chez nous au Cameroun, on a des gens au quartier qui vous produisent des choses parce qu'ils veulent, tant que leur message passe et ils sont contents. Et il n'y a pas, il y aura toujours il y aura toujours ce problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on commence par reconnaître que la traduction, c'est un métier professionnel qui exige qu'on soit formé et que les sorties machines sont dangereuses si elles sont directement livrées sur le marché. Parce que tant que vous n'avez pas de problème, vous allez continuer à les utiliser. Mais le jour où il y aura des problèmes de traduction, c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est une erreur gravissime. Mais
Jusqu'à preuve du contraire, les clients sérieux, c'est-à-dire qui ont une bonne, c'est-à-dire qui ont une bonne assise commerciale, c'est-à-dire une bonne réputation, ils ne Mhm. peuvent pas confier des travaux à n'importe qui. Parce que la notion de qualité satisfaisante, elle est relative parce qu'elle dépend Mhm. de qui reçoit cette qualité-là. Qui reçoit cette qualité. Mais je vais vous prendre l'exemple. Vous voyez, avec Parker Company, je crois que c'est Parker Company qui avait traduit, lorsqu'il avait produit un stylo où il parlait de It won't leak in your pocket and embarrass you dans les années 70, où la traduction embarrass you, ça avait été traduit en espagnol par embarazar, qui signifie rendre enceinte, mais ça a été contre-productif. Et Parker Company, qui est une société de fabrication de stylos américaine, avait dû dépenser doublement pour refaire la traduction. Pourquoi? Parce que la traduction avait été ratée et c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter et il faut sensibiliser les clients à ce sujet. Et aussi, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre les pays. Alors, il y a un grand besoin de localisation. Une entreprise de l'Union européenne qui s'en vient vendre ses produits ici doit s'adapter à la culture québécoise si c'est dans le milieu francophone ou la francophonie hors Québec aussi, là. Au Cameroun, vous avez aussi d'autres variantes du français. Si on vend des produits chez vous, il y a des variantes qui sont pas utilisées ici. Donc, c'est ça le côté relatif dont vous parlez, là. C'est la culture, dans le fond, là, qui... Oui, c'est la culture, mais comme je disais, le problème à la base, c'est que le milieu est pollué. Le milieu est pollué Hmm. par des individus qui ravalent le métier, c'est-à-dire ils acceptent 1 centime. Il y a des gens qui travaillent pour 1 centime, alors que cela ne devrait pas se faire. Il faut commencer par discipliner le client en lui faisant comprendre que ce tarif est très bas et il ne me convient pas. Parce que ce qu'on oublie, ce que les clients oublient, c'est que généralement au Cameroun, on dit que le moins cher est plus cher. Pourquoi? Parce que Oui, vous refusez de dépenser, vous voulez le vite fait qui est moins cher, et lorsque les résultats ne sont pas, lorsque les résultats ne sont pas concluants, vous êtes obligé de reprendre. Vous n'allez pas quand même dire que à l'Union européenne que les gens utilisent n'importe qui pour traduire ou bien font confiance à la traduction, à la traduction automatique. Donc, c'est cette question, ça dépend du client, mais il faudrait que, même si le milieu est pollué, il faudrait que les professionnels commencent par conscientiser leurs clients, à les sensibiliser de temps en temps pour leur faire comprendre qu'en réalité, la précipitation n'aide pas. Parce que pour avoir un bon résultat, il faut donner assez de temps au traducteur parce que la traduction, ce que vous payez aux mots, ce n'est pas seulement les mots là qu'on traduit. Il y a des recherches à faire. Il y a des recherches à faire pour que le résultat soit concluant. C'est ça qu'il faut faire comprendre par aux contre, vous clients. parliez tout à l'heure de prompt. Vous pouvez faire des prompts pour accélérer la recherche et obtenir une recherche quand même de qualité, là. Oui. C'est C'est pourquoi là je que disais que l'intelligence artificielle peut devenir une aide, un outil pour le traducteur et non pas un concurrent, là. effectivement, là, vous mettez le doigt sur un volet essentiel. Dernièrement, je parcourais YouTube, je suis tombé sur une vidéo sur en fait, une entrevue qu'avait donnée à Laurent Alexandre au quotidien Le Figaro. Laurent Alexandre qui se présente comme un ancien chirurgien et il a fait des déclarations spectaculaires et fracassantes où il dit que ChatGPT est plus meilleur, est meilleur qu'un médecin spécialiste. Il va même plus loin en disant que ChatGPT fait des meilleurs diagnostics juridiques par rapport à un humain. Il faut cesser ce genre de débat le plus vite possible parce que l'intelligence artificielle accompagne l'homme. C'est comme un ouvrage que vous écrivez, vous avez besoin de faire confiance, de consulter cet ouvrage pour faire des recherches. L'intelligence artificielle assiste l'homme dans la recherche parce que le principe veut que rien n'est parfait dans la nature. Rien n'est parfait. Et la seule chose qui est parfaite, c'est que rien n'est parfait. Et tout est parfait comme ça. Donc, l'intelligence artificielle assiste l'homme. Il faut cesser ce débat sur la concurrence. L'intelligence artificielle est une intelligence qui a été créée par les humains afin que cette intelligence-là les assiste lorsqu'ils sont bloqués. Parce qu'à un moment, vous pouvez chercher un verbe expressif dans votre petit cerveau, vous ne parvenez pas à trouver, mais quand vous demandez à ChatGPT, selon le contexte, il va vous trouver le verbe expressif. Cela ne signifie pas que ChatGPT va se lever, c'est lui qui va faire la cuisine chez vous, c'est lui qui va accompagner vos enfants à l'école. Il faut cesser ce genre de débat stérile qui n'a pas de sens. L'intelligence artificielle assiste l'homme.
C'est pourquoi l'homme est, c'est-à-dire l'intelligence humaine est l'intelligence la plus développée parce que jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence artificielle n'a fait aucune découverte jusqu'ici. Ce que les Anglais appellent breakthrough. On n'a aucun breakthrough qui a été réalisé par l'intelligence artificielle. Or, il y a des humains qui ont inventé des théories, qui ont inventé beaucoup de choses. Et il faut donc comprendre que l'intelligence humaine est la plus développée, mais comme l'humain, le génie, c'est-à-dire l'inspiration est momentanée, c'est bien que lorsqu'on est inspiré, qu'on consigne ça quelque part. D'où la présence de la machine. Voilà pourquoi la machine devrait être à nos côtés pour nous assister. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'on est en avant de l'intelligence artificielle. La force de l'intelligence artificielle, c'est la quantité de données phénoménales qu'elle peut traiter 365 jours sur 365, là. Alors ça, c'est sa force. Nous, on n'a pas cette capacité-là, mais ça reste que c'est, comme vous dites, c'est l'être humain, c'est l'intelligence humaine qui, elle prend ce qu'on produit, puis elle fait des données, puis elle diffuse des données très rapidement, mais Oui, elle ne oui, crée pas. Elle n'a pas oui, d'émotion, elle n'a pas de... C'est ça. oui, oui, elle ne crée pas. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la traduction, c'est que il faut capaciter le traducteur sur le plan sémantique parce que la traduction repose sur le sens. Et il faut comprendre que le sens ne s'applique pas. C'est pas une question de calculatrice ou bien d'application, comme on disait souvent à l'école primaire, application numérique, c'est-à-dire appliquer bêtement la règle. Ce n'est pas comme ça. Le sens se récolte. Vous allez voir Rastier qui parle d'isotopie. C'est-à-dire le sens se récolte par cheminement interprétatif. On interprète, on récolte et puis on construit. C'est ça qu'il faut faire. Lorsque le traducteur a les ressources nécessaires sur le plan sémantico-stylistique, il va tirer parti de l'intelligence artificielle. Mais lorsque le traducteur n'a aucune connaissance, n'a pas de connaissance développée sur le plan sémantico-stylistique, il va se fier à l'IA et le résultat est, il n'y aura pas de différence entre une traduction sortie de l'IA et une traduction humaine. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut renforcer les compétences en sémantique et en stylistique. Et à partir donc de ce renforcement de compétences, on peut formuler des prompts et utiliser ChatGPT ou n'importe qui et nous aurons des résultats concluants. C'est ça qu'il faut comprendre. J'aimerais, le temps passe, j'aimerais que vous, pour les quelques minutes qui nous restent, que vous nous parliez de cet article ou cette entrevue que vous avez vue dans le Figaro avec le docteur Alexandre, qui disait que bientôt, ce serait plus nécessaire de faire des études, que les diplômes allaient être inutiles, que les parents ne devaient plus penser à investir de l'argent pour faire aller leurs enfants à l'école. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre dans les propos du de Monsieur Alexandre. Oui, oui, Monsieur Alexandre commence par déclarer, il y a même d'abord un journaliste du Figaro, j'oublie son nom, qui dit que le temps du cours magistral est dépassé parce que l'intelligence artificielle a déjà tout, donc on n'a plus besoin de cours magistral. Après, Monsieur Laurent Alexandre va dire que ChatGPT associé à un médecin spécialiste est moins bien que ChatGPT seul. Et il poursuit en disant que ChatGPT fournit des meilleurs diagnostics et traitements juridiques que des avocats. Alors, j'ai trouvé cela très alarmant parce que non seulement j'ai d'abord recadré, j'ai fait une vidéo où j'ai recadré ces deux messieurs, à savoir le journaliste qui déclarait que le cours magistral n'a plus de raison d'être. J'ai dit que le cours magistral a sa raison d'être. L'enseignement ou alors le savoir, c'est une vaste étendue. Et on ne peut pas, parce qu'on a l'Internet, se mettre à dire qu'on va prendre les informations n'importe comment. Le cours magistral a sa place parce que le cours a des objectifs. On ne vient pas en classe pour dire du n'importe quoi. On a des objectifs. C'est pourquoi il y a l'évaluation. Et maintenant, en ce qui concerne M. Laurent Alexandre, moi, bon, peut-être parce qu'il est en train de faire la promotion de son ouvrage, où il a écrit un ouvrage intitulé « Ne faites plus d'études ». Si vous tapez sur YouTube Laurent Alexandre, Ne faites Laurent plus Alexandre, d'études, hein, c'est ça. Oui, il oui, ne fait c'est plus ça. d'études, vous allez tomber sur ses vidéos. Il fait des déclarations très alarmantes. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'homme parce que c'est l'homme qui crée l'intelligence artificielle pour l'assister. Donc, c'est une intelligence, j'aime à dire, humano-artificielle, c'est-à-dire hybride en bon français, c'est-à-dire qu'on combine l'intelligence humaine et celle de la machine. Donc, c'est comme vous avez un dictionnaire ou bien un livre que vous avez écrit,
Vous ne maîtrisez pas ce livre. De temps en temps, vous consultez ce livre pour donner Oui, cours ou bien pour intervenir. Donc, il faut cesser ce débat sur la concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Parce que la preuve est que si vous donnez l'intelligence artificielle à un entraîneur de basket qui ne connaît rien en traduction, il ne va rien faire de ChatGPT. Quand vous lui donnez un texte, il va prendre les sorties de ChatGPT qui ne sont pas acceptables. Parce que le problème, c'est que même les gens qui ont développé les outils les plus modernes d'intelligence artificielle, vous allez vous rendre compte que lorsque vous soumettez même, si vous soumettez même tout le texte à l'intelligence artificielle, il y aura des manquements. Vous allez vous rendre compte que il y a certains segments qui manquent, il y a certaines phrases qui manquent. Et il n'y a pas de cohérence thématique. En fait, il n'y a pas de cohérence de cohérence et discursive. de cohésion Oui, aussi, hein. il n'y a pas de Mhm. cohérence. Donc, il faut comprendre que l'intelligence artificielle assiste l'homme parce que Et moi, j'en rajouterai une couche en terminant parce que j'ai fait comme vous. J'ai utilisé j'ai repris les textes sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat. Maintenant, j'ai créé une prompt pour faire une analyse propositionnelle, donc des propositions sémantiques, autrement dit, avant de traduire. Et j'ai rajouté votre approche, c'est-à-dire les différents types de contextes et les différents types de situations pour voir si la qualité. Autrement dit, j'ai fait faire par ChatGPT une traduction comme ça. Ensuite, en rajoutant l'analyse propositionnelle, donc les propositions sémantiques. Puis après ça, j'ai rajouté votre approche. Là, j'ai juste pris les deux paramètres situation, les différents types de situations et différents types de contextes. oui, Et je vais vous dire, savez-vous je l'ai trouvé le meilleur? C'est justement en français, on a beaucoup de charnières, là, tu sais, or, en effet, cependant, ce qu'il n'y a pas en anglais, là, parce que et j'ai trouvé qu'il a été capable d'aller chercher le sens entre les phrases que ChatGPT tout seul n'était pas capable de trouver. Alors, j'ai commencé à créer ces prompts-là. Vous en créez. Alors, je pense qu'on est en train de faire de l'IA notre outil et non pas notre oui, concurrent. oui, on est en train de faire de l'IA notre outil, mais il faut comprendre qu'il faut d'abord que nous soyons Qu'on ait suffisamment assez de équipés, ressources, justement, oui, oui, assez parce de que, ressources, oui, exactement. oui, oui, et Alors, comprendre ben, toujours, oui, oui, et comprendre toujours que lorsqu'on a un texte, que la traduction, elle est contextuelle, parce que même lorsqu'on va soumettre un prompt à ChatGPT, il faut d'abord déterminer le contexte, parce que si vous laissez ChatGPT travailler sans bonne formulation, vous n'aurez pas de résultat optimal. Et même quand vous avez ce résultat optimal, il faut toujours, c'est vous qui devez dire le dernier mot. C'est oui, puis vous qui pas devez juste dire ça, le vous m'avez dit à un moment donné dans notre rencontre préparatoire, il faut calculer le temps qu'on met parce qu'il faut l'alimenter, comme vous dites, il faut le préparer, le prompt pour qui donne les meilleurs résultats. Est-ce que ça vaut la peine de mettre tant de temps à préparer un prompt alors qu'un être humain pourrait faire le travail en beaucoup moins de temps? Tu sais, c'est ça. Voilà donc pourquoi je dis que il faut d'abord combattre le problème de précipitation qui anime l'industrie de traduction, c'est-à-dire que ces travaux qu'on vous donne et qu'on vous demande de livrer en quelques minutes, il faut d'abord combattre ça. Et il faut comprendre que le traducteur devrait bien se ressourcer, comprendre ce qu'est l'énonciation, parce que tant qu'on ne va pas comprendre que la traduction, c'est-à-dire le texte qu'on a devant nous, n'est que le résultat d'un processus en amont qui est gouverné par la pensée, on ne va pas réussir. On va passer le temps à interroger ChatGPT. ChatGPT ne viendra pas déterminer la pensée qui circule dans le texte. C'est moi qui dois savoir que quand on dit en anglais court, je suis où? Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est nous sommes encore au tribunal ou bien nous sommes en Non. appel? Là, je n'ai pas besoin de demander à ChatGPT que est-ce que court ici signifie, comme nous sommes en appel, est-ce que accusé sera toujours accusé? En appel, accusé sera intimé. Donc, le temps que je vais prendre pour demander à ChatGPT ces informations, ce temps-là, je peux le consacrer à travailler moi-même parce que j'ai assez de ressources. Parce que c'est pourquoi mon principe, c'est que il faut que les gens comprennent, il faut que les collègues comprennent que lorsqu'on traduit, l'idée commande la forme. L'idée est au centre de la traduction. C'est ça que nous récoltons. Et pour récolter l'idée, elle est contextuelle. Lorsqu'on l'a récoltée sur le plan contextuel, on se sent maintenant à l'aise parce que
le structuralisme que nous reprenons dans la langue d'arrivée est dû au fait que les gens pensent que la traduction est structurelle. Elle n'est pas structurelle. Elle est parce que l'énonciation, comme je l'ai dit, c'est la pensée qui gouverne l'énonciation. Donc, lorsqu'on traduit un texte, on traduit la pensée qui circule dans le texte et non les mots. Parce que les mots ne fonctionnent pas de manière isolée. Et c'est ça le piège, parce que l'intelligence artificielle travaille sur la base des probabilités. C'est-à-dire qu'on choisit chaque mot selon sa signification et on reproduit la structure. Or, lorsqu'on comprend que l'énonciation, c'est un tout, et le tout là, c'est la pensée. Et cette pensée-là se détermine par interprétation, ce que Rasty appelle parcours interprétatif. Parce qu'il faut commencer au niveau du syntagme, évoluer au niveau, et il faut commencer au niveau du mot, on arrive au niveau du syntagme et on arrive au niveau du texte et de la phrase. Qu'est-ce que ceci veut dire? Tant qu'on ne pose pas la question, qu'est-ce que ceci veut dire, on va toujours se retrouver en train de traduire ce qui est dit. Et le malheur, c'est que lorsque ce qui est donc dit n'est pas ce qu'on veut dire, on va rater et on va retrouver la traduction structurelle. Il va falloir que je vous invite pour un volet 3 parce qu'on n'a pas parlé des émotions. Vous parlez des phrases déclaratives, des affirmations qui cachent une autre intention, entre autres des malentendus entre les gens et tout ça. Et ça aussi, ça fait partie de la pensée. Et on n'a pas eu le temps de parler non plus des différents types, des différents types de textes, argumentatifs, informatifs, déclaratifs, etc., etc. Et puis, vous me dites que vous avez encore plein d'idées. Je pense qu'on peut attendre un autre ouvrage de votre part à un moment donné ou des articles. Oui, il y aura un autre ouvrage. Il y aura un autre ouvrage. Ah, Je suis en train de travailler là-dessus. Vous parlez par exemple des émotions. Je vais vous montrer un peu une limite de l'intelligence artificielle. Vous savez, Paul Gris, dans ses travaux de stylistique, a énoncé un certain nombre de maximes, ce qu'il appelle maximes conversationnelles. Parmi ces maximes, il y a la maxime de quantité qui est l'informativité des énoncés, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, il faut donner assez d'informations à l'interlocuteur, ce que Oswald Ducrot appelle la loi de l'exhaustivité. Mais on va s'apercevoir que cette maxime-là n'est pas respectée. Parce que si, par exemple, on vous pose la question de savoir, as-tu informé Pierre? Et puis, vous répondez par, est-ce que tu m'as demandé de le faire? Comment vous allez traduire cela? C'est-à-dire, on vous pose une question, vous répondez par une question, mais si le traducteur ne comprend pas que la traduction n'est pas structurelle, il va reprendre la question. Donc, si on vous pose la question, as-tu informé Pierre? Et que la réponse est, est-ce que tu m'as demandé de le faire? Il faut interpréter, parce que là, on ne respecte pas la loi de l'informativité énoncée que énonce Paul Gris. Et ce qu'il faut dire, c'est quand exactement. on dit est-ce que tu m'as demandé de le faire, ça veut tout simplement dire non. Non, je ne l'ai pas Ça, fait. c'est ça. C'est ça qu'il faut traduire. Vous voyez donc que quand vous ignorez ce genre de règles et que vous partez, vous soumettez tout le texte à ChatGPT, il va vous ressortir les modalités. Et c'est pourquoi je parle de modalités, par exemple, dans mon ouvrage, parce qu'il y a parfois la modalité interrogative qui implique plutôt une déclaration. Il y a la modalité interrogative qui implique plutôt une affirmation. Donc, il faut être capable de comprendre que, comme je l'ai dit, Exactement. oui, oui, Exactement. Alors, c'est on va terminer là-dessus, Thomas, puis ça va être bientôt. Je vais mettre merci encore à vous et merci aux gens qui sont présents avec nous. Alors, l'enregistrement va être sur Spotify et sur YouTube dans quelques jours. Je vais envoyer des notifications à tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une autre rencontre. Certainement. Ben, votre prochain livre, c'est sûr, je vous réserve tout de suite. OK, merci, merci. Uh-huh. À Bon, bientôt. merci à Au tous ceux qui ont revoir. accepté de participer à l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci.